On regarde toute cette gabegie au niveau politique qu'il y a en France et on se dit mais où va la France? Le poids de l'État reste toujours aussi colossal. La France détient le triste record du plus haut pourcentage de dépenses publiques par rapport au PIB. Une fiscalité aussi la plus confiscatoire en Europe. La dette publique reste très élevée et les inégalités sociales également. On prend un mauvais chemin. Si les rendements continuent à augmenter, immanquablement un jour on aura le FMI qui va venir à Paris et qui va dire ok, c'est nous qui prenons les choses en main. Il y a une perte de crédibilité, de scepticisme de la part du marché, donc il faudra qu'il y ait une plus grande stabilité sur le plan politique, un gouvernement qui tienne la route sur la durée et pas cette instabilité récurrente. Bonjour Michel Girardin. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour NTD France. Vous êtes professeur de macrofinance à l'Université de Genève, économiste, spécialiste reconnu des marchés financiers et un fin observateur de la conjoncture européenne. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'économie française, des réformes engagées par Emmanuel Macron, de la question de la dette publique qui suscite à l'heure actuelle de vifs débats, mais aussi des enjeux d'inflation, de compétitivité et du rôle de l'Union européenne dans ce tableau. Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur les réformes économiques au cours de son mandat. Tout récemment, il s'est vanté du dynamisme économique de la France sous sa présidence. Je le cite, une croissance de 10% contre seulement 3,44% pour l'Allemagne. Selon vous, est-ce que Emmanuel Macron a des raisons de se vanter de la sorte? Est-ce qu'il a réellement transformé l'économie française? Alors, il y a certainement des choses qu'on peut mettre à son actif. Il a engagé des réformes pour rendre le marché du travail plus flexible. Par exemple, le plafonnement des indemnités prud'homales, de rendre en fait ce marché, donc, je disais, plus flexible pour les employeurs, favoriser l'emploi. Tant et si bien qu'aujourd'hui, vous parliez de la comparaison avec l'Allemagne, elle mérite d'être faite quand on parle du taux de chômage. Le taux de chômage en France, et ça c'est une nouveauté, on est à 7%, c'est le plus bas depuis 40 ans, on le voit sur cette courbe ici en Bordeaux, et on voit aussi que ce niveau de chômage converge vers celui de l'Allemagne, qui est en orange dans le bas. En France, il reste stable depuis 2020, post-Covid, et en Allemagne, il augmente progressivement, mais sûrement. Donc ce ne serait pas exclu qu'à un moment donné, les deux taux de chômage soient identiques entre la France et l'Allemagne. Qui aurait parié sur ce phénomène il y a encore quelques années? Donc ça, oui, on peut le mettre à l'actif du président Macron. Il a rendu une fiscalité du capital plus favorable. On sait, il est très critiqué pour ça, qu'il ne veut pas taxer le capital, mais je trouve qu'il a raison de favoriser le plus possible la croissance, que les entreprises créent des emplois. Il a voulu engager une réforme des retraites, ça c'est un mal nécessaire, c'est un passage obligé, vieillissement de la population, il n'y a pas que la France qui est confrontée à ce problème. Donc de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans, comme il l'a fait en 2023, en passage en force, oui, il faudra s'y résoudre. Alors ça a créé toutes sortes de problèmes, alors est-ce qu'on peut mettre ça au passif de sa présidence? Ça c'est à voir. En tout cas, je pense que la réforme a été très contestée, mais encore une fois, c'est un passage obligé. Macron n'a pas transformé en profondeur le modèle économique de la France. Le poids de l'État reste toujours aussi colossal. La France détient le triste record du plus haut pourcentage de dépenses publiques par rapport au PIB, d'une fiscalité aussi la plus confiscatoire en Europe. Donc ça, on ne peut pas le mettre à l'actif du président Macron. Donc la dette publique, on va en reparler, reste très élevée, et les inégalités sociales également. Oui, vous avez parlé de dépenses démesurées par rapport au PIB en France. Comment est-ce qu'on explique que Macron ait autant sous-estimé le poids de la dette publique dans sa stratégie? Je dirais qu'il n'a pas sous-estimé le poids de la dette, mais simplement il a misé sur un contexte économique plus favorable. Au début de son mandat, entre 2017 et 2019, il a parié sur la croissance. C'est un pari osé, audacieux, mais qui est justifié. Vous savez que quand on parle de la dette,
La dette, elle doit être comparée au PIB. Donc, il y a deux manières, enfin il y a plusieurs manières de maîtriser la dette, mais une des façons, la façon la plus élégante, si on veut, c'est de favoriser la croissance. Donc, on fait dette par rapport au PIB. Vous avez au numérateur la dette, au dénominateur du ratio le PIB. Si la dette augmente, mais le PIB augmente plus rapidement, le ratio il diminue. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis pendant ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses, entre 1950 et 1980. La dette augmente, mais la croissance augmente plus rapidement. C'est les 30 Glorieuses, c'est le boom de la consommation après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc le ratio, il passe de la dette sur PIB aux États-Unis, il passe de 80% en 1950 à 35% en 80. Mais pas parce qu'on fait de l'austérité, mais on a une croissance qui augmente plus rapidement que la dette. Donc ça, c'est le rêve, c'est le scénario de rêve. Et donc Macron a misé là-dessus. Misé sur des investissements, misé sur une aide de l'État sur des entreprises pour favoriser l'investissement. Après est arrivé le Covid en 2020, et là, il a changé son discours et il a sorti le fameux « quoi qu'il en coûte ». Et donc là, la priorité, c'était de sauver des vies, c'était de sauver des entreprises. Et la dette allait se gérer sur la durée, plus tard. Donc la dette, là, elle a fortement augmenté. Derrière, il y a eu la guerre en Ukraine qui a provoqué une augmentation, qui a encore jeté de l'huile sur le feu sur des pressions inflationnistes qui se manifestaient déjà après le Covid. Et donc là aussi, il a fallu fournir des aides. Cette inflation a provoqué aussi une montée des taux d'intérêt, et qui dit hausse des taux d'intérêt dit augmentation des charges de l'État en matière de service de la dette. Donc voilà, je dirais en résumé que Macron a parié sur un environnement macroéconomique plus favorable. Il n'a pas eu de chance, le Covid, certainement on ne peut pas le rendre responsable des coûts que ça a généré et de l'augmentation de la dette qui en a résulté. Et puis aussi l'inflation, la guerre en Ukraine et les répercussions que ça a eu sur le service de la dette. Oui, donc tout un contexte défavorable qui a conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la politique économique de M. Macron reste tout de même crédible aux yeux des marchés financiers à l'heure actuelle? Pas entièrement, malheureusement. Je pense qu'ils sont un peu sceptiques, qu'ils demandent plus de preuves que ces plans, sur le plan politique et économique, soient plus crédibles. On regarde différents indicateurs pour mesurer la crédibilité, et notamment pour tout ce la crédibilité de la France, et notamment pour tout ce qui concerne la dette. On regarde le spread, comme on l'appelle. À l'époque, on parlait d'une ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est en fait cette ligne, vous savez, pendant la Première Guerre mondiale entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est aussi la comparaison de la France et l'Allemagne, mais en matière de rendement, de taux d'intérêt. Et ce spread, il s'élargit, ça veut dire qu'il s'élargit fortement, ça veut dire que le rendement des OAT en France, des obligations souveraines, par rapport au Bund en Allemagne, s'est élargi. Ça veut dire qu'on demande une prime de risque plus élevée pour la France, parce qu'on craint davantage qu'elle fasse défaut. Ça, c'est vraiment un indicateur qui témoigne de la fragilité et le scepticisme des marchés. La perte de crédibilité de la France, et la raison, on parle de prime politique en fait. On regarde toute cette gabegie au niveau politique qu'il y a en France, et on se dit mais où va la France? Et donc les marchés sont nerveux et demandent une prime de risque pour acheter des obligations de l'État qui sont nécessaires pour financer la dette. Et voilà, donc là, c'est vraiment une perte de crédibilité. Et on regarde aussi des CDS, des Credit Default Swap, qui sont le coût d'assurance. Des investisseurs peuvent acheter ces assurances contre le risque que l'État fasse défaut. Et le coût ici, il a aussi fortement augmenté. Donc voilà, il y a une perte de crédibilité et de scepticisme de la part du marché. Donc il faudra
certainement qu'il y ait une plus grande stabilité sur le plan politique, un gouvernement qui tienne la route sur la durée et pas cette instabilité récurrente pour qu'on puisse stabiliser le financement de la dette. Et ça, c'est un problème lancinant parce que la France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un pourcentage élevé de la dette française qui est détenue par des non-résidents. Et c'est eux qui mettent la pression sur la France. La Grèce avait le même problème en 2011. Et c'est pour ça qu'elle a été forcée, à un moment donné, faire appel au FMI, à l'Union européenne et à la Banque centrale européenne, la fameuse Troïka, qui leur ont dit « Ok, on va vous prêter de l'argent, mais en contrepartie, vous allez accepter les plans d'austérité. Aujourd'hui, c'est nous qui décidons combien touchent les fonctionnaires quand ils partent à la retraite et toutes les mesures d'austérité qu'il faut mettre en place. C'est décidé à Bruxelles et non plus à Athènes. Le jour, on parle de est-ce qu'il y a un risque que le FMI débarque à Paris et commence à dire voilà, on n'en est pas là. Mais malheureusement, on en prend le chemin. Si on ne change pas, ces spreads vont continuer d'augmenter et à un moment donné, c'est juste pas plus possible. Alors je ne vous dis pas, la Grèce, les taux d'intérêt, ils ont augmenté, ils ont commencé à augmenter en 2009 suite à un discours de Papandréou qui a dit en fait le déficit de la Grèce, c'est pas 6,5% comme attendu, mais 12%. Donc les marchés l'ont été choqués et les rendements ont pris l'ascenseur, prime politique, prime économique, comme en France aujourd'hui, mais ils sont montés jusqu'à 45%. Quand vous avez une dette de 170% avec des taux d'intérêt à 45%, c'est juste pas possible. Ça veut dire que vous devez prendre l'intégralité 45% de 70%, de 170%, on ne doit pas être loin de 100%. Ça veut dire que vous prenez 100% de votre produit intérieur brut, de toute la création économique que vous faites dans un pays en une année, et vous la jetez par la fenêtre, vous la donnez à ceux qui achètent vos obligations pour financer votre dette. Donc c'est pas possible, c'est totalement insoutenable. La France n'en est pas là, mais malheureusement, je le répète, et dit on prend un mauvais chemin. Si les rendements continuent à augmenter, immanquablement, un jour, on aura le FMI qui va venir à Paris et qui va dire « Ok, c'est nous qui prenons les choses en main ». Oui, donc un risque quand même pour la France de se voir imposer des politiques d'austérité. François Bayrou, lui, va jusqu'à parler d'une dette mortelle. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'une inquiétude fondée de sa part? Ah, très bonne question. Si François Bayrou m'avait engagé comme conseiller, il serait peut-être encore en place. Je vais vous dire pourquoi. François Bayrou s'est focalisé sur le niveau de la dette qu'il a exprimé tour à tour en milliards d'euros, 3300, ou en pourcentage du PIB. Et il a dit « trop c'est trop », il a parlé de danger mortel. Ce même François Bayrou hurlait déjà au loup en 1993, quand le même ratio, qui est aujourd'hui alarmant selon lui, de 114%, à l'époque, je vous le montre sur ce graphique, en 1993, il était de 47%. Donc il lance un cri d'alarme en 1993 et dit la dette est trop élevée, elle est à 47%. Aujourd'hui, on est à 114%. Donc, qui dit mieux? En fait, la palme de l'alarmisme déplacé revient même à Raymond Barre, qui, en 1976, le 22 septembre pour être précis, disait « La France vit au-dessus de ses moyens ». À l'époque, on avait un déficit public de 1,5% et une dette publique de 20%. Donc, la conclusion de ce que je veux dire par là, c'est que c'est totalement injustifié de faire de l'alarmisme, c'est de l'alarmisme totalement injustifié, si on ne se focalise uniquement sur le niveau de la dette. Si vous regardez le niveau de la dette, soit en dollars ou euros, soit en pourcentage du PIB, vous n'arriverez jamais à trouver qu'à un moment donné, c'est insoutenable. Ce qu'il faut regarder, c'est la dette conjuguée au taux d'intérêt. Vous pouvez avoir une dette élevée, mais qui est soutenable parce que les taux d'intérêt sont faibles. C'était le cas juste avant le Covid. Et que la dette, là, elle a augmenté dans un premier temps en 2020-2021, mais les taux d'intérêt étaient encore bas, donc parfaitement soutenables.
Vous prenez l'exemple de la Grèce, encore aujourd'hui. La Grèce, elle a une dette qui fait 170% du PIB, donc bien plus que la France. Mais les taux d'intérêt sont bas, ils sont même plus bas que les rendements de la dette sur la France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs font preuve de plus d'inquiétude sur la dette française que sur la dette de la Grèce. Il y a même des journaux, c'est quand même le comble de l'ironie, en Grèce, qui s'inquiètent de ce qui se passe en France en matière de soutenabilité de la dette. Donc la dette, encore une fois, est soutenable si elle est élevée mais que les taux d'intérêt sont faibles. Ou alors, par contre, elle peut devenir insoutenable si ce n'est plus le cas, si on a une dette élevée et des taux d'intérêt qui augmentent, c'est le cas aujourd'hui, ou alors si elle est faible, mais que les taux d'intérêt sont très élevés. C'était le cas, par exemple, au début des années 80 aux États-Unis, quand on avait un ratio dette sur PIB qui était de 30%, donc bien moins, 4 fois moins que le 120% que nous avons aujourd'hui, mais des taux d'intérêt qui étaient à 15%. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la combinaison des deux. Et en France, bien sûr que François Bayrou et les autres parlent aussi de du service de la dette, mais ils ne le font pas dans des bons termes. C'est-à-dire qu'ils regardent le service de la dette. Vous voyez par exemple ici, je vous le montre, cette évolution du service de la dette depuis 1815. Et aujourd'hui, si on regarde, et il l'exprime, il regarde ce que vous payez sur votre dette, les taux d'intérêt, comparé au budget total de l'État. Mais ce n'est pas le bon ratio. Je vais vous montrer dans un instant quel est le bon ratio qu'il faut regarder. Parce que si vous regardez cette courbe, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Regardez, ce service de la dette, il est au plus bas quand on le compare au total des dépenses de l'État. Et même, je dirais, là c'est intéressant, j'ai trouvé 2 économistes en France qui ont fait une estimation de quel était le ratio, depuis l'évolution du ratio dette sur PIB depuis 1815. Et ça vous montre que les 114% actuels sont pas si élevés que ça. Regardez, on a eu des pics à 300% avec les 2 guerres mondiales. La moyenne historique est plus élevée, on est autour de 120%, surtout l'historique depuis 1815. Donc voilà, aujourd'hui de dire que la dette est encore une fois, si on ne fait que regarder la dette par rapport au PIB, on ne peut pas avoir une bonne réponse pour dire qu'elle est devenue insoutenable. Donc moi, ce que je fais, je n'exprime pas la charge de la dette par rapport au total des dépenses de l'État. Comme je viens de vous le montrer, ce n'est pas la bonne mesure. Et c'est ça que regardent malheureusement tous les politiciens, notamment en France, et autres économistes. Moi, ce que je fais, je regarde, je prends le ratio dette sur PIB et je multiplie ce ratio par le taux d'intérêt. Donc j'ai une mesure où j'ai au numérateur le taux d'intérêt que multiplie la dette et au dénominateur la croissance. Si le taux d'intérêt augmente ou la dette augmente, on est moins bien. Si le PIB augmente, on est mieux. Hein. Comme on l'a dit au début, si le PIB augmente plus rapidement, le dénominateur augmente plus rapidement que le numérateur, le ratio va diminuer. Aujourd'hui, malheureusement, et ça joue parfaitement, ça c'est l'évolution de la dette sur PIB en France depuis 2000, et en fait elle passe de 60% à 114% aujourd'hui, en Bordeaux. Et en fait, impossible de prédire à quel moment ça va donner une récession. Par contre, si on regarde la courbe en haut, l'orange, c'est ce fameux ratio, cette mesure, cet indicateur que j'ai développé, taux d'intérêt fois la dette divisé par la croissance. Et là, on voit que si ça dépasse 3%, on est dans une zone insoutenable, qui peut résulter soit d'une dette trop élevée par rapport au PIB, soit ou une combinaison des deux, de taux d'intérêt trop élevés. Et aujourd'hui, c'est cette combinaison que nous avons. Et nous sommes ici au-dessus du seuil de soutenabilité. Donc, en cela, Bayrou ne l'a pas mentionné comme ça, mais il a raison de dire que c'est un danger mortel. La bonne nouvelle, si on peut se consoler ainsi, c'est que la France n'est pas seule dans cette situation. Aujourd'hui, avec les primes de risque, avec les rendements qui augmentent un peu partout, et notamment aux États-Unis, les États-Unis sont confrontés à la même situation que la France. À cette différence près que les États-Unis
bénéficient de ce qu'on appelle un privilège exorbitant. Vous savez qui a parlé en premier du privilège exorbitant du dollar et des États-Unis? On en avait parlé, je pense, dans la dernière interview. Ah, voilà. Mais oui, c'est juste. Nous avons parlé du dollar. C'était Valéry Giscard d'Estaing. En 1965, il était ministre des Finances à l'époque, avant de devenir président de la République, et il a dit aux Américains, vous avez un privilège exorbitant. C'est celui d'avoir une monnaie de réserve mondiale que les gens vont acheter naturellement, les banques centrales, les fonds souverains à l'étranger, pour constituer des réserves de change, pour avoir un actif sûr. Et ces achats naturels font que vous pouvez financer votre dette beaucoup moins cher que les autres pays. La Banque centrale européenne a fait une étude récemment. Elle estime que ce qu'épargnent les États-Unis sur le service de leur dette, c'est 1,6% en moyenne par année. Donc les rendements autour de 4%, un peu plus aujourd'hui, en réalité seraient de 5,6% si les États-Unis n'avaient pas, avec leur dollar, une monnaie de réserve mondiale. Donc, oui, danger mortel pour la France. Aujourd'hui, on est dans une zone où la dette n'est pas soutenable parce qu'elle est élevée et, malheureusement, et il faut ajouter ce « et », les rendements, le coût de la dette, lui aussi, a fortement augmenté. Mais alors, est-ce que vous pensez par conséquent que cette dette pourrait devenir le véritable talon d'Achille du projet politique d'Emmanuel Macron, ou est-ce que les outils d'analyse économique que vous avez mis en place vous poussent à penser justement différemment? Je vais vous donner un peu une réponse de breton, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En fait, ça va dépendre du contexte économique dans lequel va œuvrer Macron ou les futurs présidents en France. Si on a de la croissance, ça peut devenir de nouveau maîtrisable, la dette. Elle sera plus soutenable. Et si le service de la dette, lui, recule aussi, si les taux d'intérêt diminuent, voilà. Donc, si par contre on a une récession ou un fort ralentissement de l'activité et un coût de la dette qui reste élevé, là, ça va devenir insoutenable. Nous avons souligné le fait que quand Macron est arrivé en 2017, les taux étaient historiquement bas, donc les choses étaient beaucoup plus faciles à l'époque, jusqu'au Covid. Après, il y a eu la guerre en Ukraine, comme on l'a dit, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter, donc la dette est devenue progressivement moins soutenable. Aujourd'hui, on a un endettement qui limite la capacité de l'État. On peut avoir potentiellement, là c'est aussi en cela que la dette pourrait devenir le talon d'Achille de Macron, des tensions avec Bruxelles. Comme vous le savez, il y a des règles en Europe. On a parlé du traité de Maastricht, on l'évoque plus rarement aujourd'hui, mais si vous regardez l'évolution de la dette par rapport au PIB en France, c'est la courbe en bleu, on est à 114% tout en haut, et en bas c'est l'Allemagne, en orange, qui n'est pas très loin des 60%. 60%, c'est le maximum qui devrait être toléré selon les critères de Maastricht pour parler de la stabilité de l'euro. Et donc voilà, il faudra à un moment donné attaquer au mal français, qui est celui du pourcentage, comme je vous disais, très élevé des dépenses par rapport au public, par rapport à l'État. On parle de 57%. Quoique si on regarde maintenant aujourd'hui en Allemagne, on est à 50%. On n'est plus... L'écart, là aussi, comme le chômage, il va en s'amenuisant. Mais malheureusement, c'est toujours un record en France que cette dépense de l'État et qu'il faudra attaquer. Mais c'est aussi un risque politique intérieur en France avec la problématique de la dette. Donc il risque d'être attaqué à gauche s'il met en place des politiques d'austérité et à droite qui risque de l'accuser de laxisme budgétaire. Donc, et ça va devenir de plus en plus, la pression là va devenir de plus en plus forte au fur et à mesure que cette dette augmente, que la charge d'intérêt aussi. Donc tout va dépendre en gros du contexte dans lequel va évoluer l'économie française. Plus de croissance, moins de taux d'intérêt rendent la chose plus gérable. Aujourd'hui, plus personne ne parle de crise de la dette en Grèce, possible, parce que les taux d'intérêt sont très faibles, même si la dette est très élevée. Mais ça pourrait changer très rapidement si tout d'un coup les taux d'intérêt reprennent l'ascenseur
en Grèce. La France est dans une situation moins favorable, donc voilà, il faut que ça se stabilise. Et encore une fois, on n'en prend malheureusement pas le chemin, ou alors il faudrait avoir un choc un peu déflationniste, ou surtout sur l'inflation, on va en parler. Et l'idéal, ce serait d'avoir un peu de croissance et un peu moins d'inflation. En tout cas, selon certains analystes, la France semble avoir plus de mal que d'autres pays européens à renouer avec une croissance solide. Pour quelles raisons, selon vous ? Il y a plusieurs raisons. Contrairement par exemple, à l'Allemagne ou à l'Italie, qui disposent d'un tissu d'entreprises de taille intermédiaire qui sont orientées vers l'exportation, en France, on a quelques grands groupes dans le luxe, dans l'aéronautique. On a des grandes multinationales qui sont capables d'exporter massivement, mais on manque de ce tissu d'entreprises, des PME ou de taille intermédiaire, comme en Italie, dans le Nord, ou en Allemagne, qui sont capables d'exporter. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait corriger. Pour cela, il faudrait encore rendre le marché du travail, mettre en place des réformes visant à réduire le coût de la main-d'œuvre, visant à rendre le marché du travail plus flexible et donc favoriser les exportations. En France, on a encore un secteur des exportations, comme je vous le disais, qui marche bien pour ces multinationales, qui bénéficient, qui profitent évidemment aussi du marché européen et de ces 450 millions de consommateurs. Mais on a encore beaucoup de peine aussi pour les entreprises de plus petite taille en dehors de ces gros secteurs du luxe et de l'aéronautique. Donc il faudrait rendre le marché du travail moins rigide encore. Il y a le poids de la dette, on en a assez parlé, ça limite aussi évidemment la croissance. Vous ne pouvez pas faire des plans de relance si vous êtes déjà lourdement endetté. Vous ne pouvez pas faire des subventions aux entreprises qui le nécessitent. Vous êtes limité dans cette capacité. Si on compare à d'autres pays, l'Allemagne est tirée par ses exportations industrielles. Il y a la concurrence de l'Europe de l'Est aussi. Si on doit comparer la croissance en France aux autres pays de l'Union européenne, là, les coûts salariaux sont bien moindres qu'en France. La concurrence de pays comme l'Irlande aussi, où la fiscalité est bien moins confiscatoire qu'en France. Donc voilà, il y a une conjoncture un ensemble de raisons qui font qu'aujourd'hui, la France souffre d'un déficit de croissance en termes relatifs. Est-ce que vous pensez quand même qu'elle peut rester compétitive face aux autres pays européens ou... Oui. Et c'est difficile, c'est certainement beaucoup plus difficile de le faire aujourd'hui qu'avant l'euro. Parce qu'à l'époque, la France, comme l'Italie par exemple, étaient des habitués aux dévaluations compétitives. On utilisait régulièrement le franc ou la lire. Les Italiens, c'était vraiment les champions dans cette catégorie, pour dévaluer régulièrement leur monnaie vis-à-vis de Deutschmark. Et ça redonnait un ballon d'oxygène aux entreprises exportatrices. Aujourd'hui, avec l'euro, c'est plus possible. Donc, si vous voulez rester compétitif, il faut s'attaquer aux vrais vecteurs de la compétitivité, que sont le coût du travail, la rigidité du marché de l'emploi, la faculté d'engager, mais aussi de licencier des personnels si besoin est. Et voilà. Mais la France a fait des progrès en la matière. Le coût du travail aujourd'hui en France reste relativement élevé par rapport à des pays comme l'Espagne ou l'Europe de l'Est, mais il est maîtrisé et proche de l'Allemagne. Et c'est même intéressant de faire la comparaison. Si vous regardez le coût nominal de l'emploi en France par rapport à l'Allemagne, la France ici est en rouge, l'Allemagne en bleu. Et ce que vous voyez, c'est que depuis que l'euro est né en 2000, eh bien, c'est à peu près blanc bonnet, bonnet blanc. Aujourd'hui, l'Allemagne a même des coûts de salaire nominaux plus élevés que la France, et c'est certainement le cas sur une période plus longue depuis 1980. Donc les coûts
du travail, en termes nominaux, sont plus élevés en Allemagne qu'en France. Et c'est le cas aussi si on regarde en termes réels, donc ajustés après l'inflation. Même couleur pour les courbes, donc rouge pour la France et bleu pour l'Allemagne. Et on voit que sur la durée, depuis 1980, c'est plus élevé en Allemagne qu'en France. Alors vous me direz, mais pourquoi on se plaint toujours de ce coût du travail qui est élevé en France et tout? Ça, c'est le coût nominal. Après, il faut voir les prélèvements. Et c'est vrai qu'après, ce qui reste dans la poche des salariés, c'est bien moins que ce qu'on montre ici, parce qu'il y a tous les prélèvements obligatoires dont on doit tenir compte. Mais je dirais que la France reste quand même compétitive, malgré ces règles imposées par l'Union européenne, et notamment le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dévaluation possible avec la monnaie pour réajuster des déficits en matière de compétitivité. Donc, depuis plusieurs années, la France est le pays européen qui attire le plus des projets d'investissement étrangers, devant le Royaume-Uni et, encore une fois, l'Allemagne, notamment dans tout ce qui est infrastructure de transport, énergie. Là, il y a des facteurs positifs dont on peut parler, le fait d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée. Il y a un marché intérieur important. Par contre, des facteurs négatifs, si on doit parler du manque de compétitivité de la France, c'est la complexité sur le plan administratif, l'instabilité au niveau réglementaire. Bayrou n'a pas manqué de souligner, c'était très drôle d'ailleurs, il a pris une fois un livre de je ne sais pas combien de centaines de pages pour dire voilà, ça c'est le poids de toute la réglementation en France. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'attaquer, comme le poids de la dette publique, qui est également quelque chose qui invalide la compétitivité de l'Europe, donc de la France. En tout cas, une chose est sûre, les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années en France et ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on peut désormais considérer que l'inflation est derrière nous? Ou est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles flambées de prix à l'avenir? Ça va dépendre de ce qui est aujourd'hui la plus grosse composante inflationniste, en fait, c'est l'énergie. Donc si on fait de nouveau face à un choc sur les prix de l'énergie, à l'instar de ce que nous avons connu avec la guerre en Ukraine et post-Covid aussi, eh bien oui, là on peut craindre que la France et les autres pays également connaissent des pressions inflationnistes. Mais si on exclut, et a priori c'est le scénario qu'on peut envisager aujourd'hui, c'est un scénario favorable en matière d'inflation. La croissance n'est pas très marquée en France, loin s'en faut, et donc on devrait éviter d'avoir des pressions inflationnistes trop marquées. Je vous propose qu'on parle aussi un petit peu des solutions possibles pour aider justement le pays à se reprendre. Est-ce qu'il faudrait davantage d'intervention de l'État, selon vous, pour aider justement le pays à se redresser, ou est-ce qu'au contraire, davantage de liberté économique permettrait de débloquer la situation? Il faut les deux. Moi, je ne suis pas un libertarien de ceux des crypto-évangélistes qui disent qu'il faut supprimer l'État. Je ne partage pas aussi ce que l'on voit se dessiner aux États-Unis, cette espèce de capitalisme sauvage. Moi, je suis convaincu qu'il faut un shérif dans le Far West pour mettre de l'ordre. Donc l'État a plusieurs rôles à jouer, notamment celui-ci, notamment à vérifier que les règles de concurrence sont respectées, qu'il n'y a pas une entreprise qui abuse de son rôle de monopole et qui pratique toutes sortes de politiques qui ne sont pas souhaitables. Donc ça c'est un des rôles de l'État. Il y en a d'autres. Quand vous subissez des chocs comme le Covid, qu'est-ce que vous faites s'il n'y a pas d'État? Qui c'est qui va qui va nourrir des restaurateurs qui n'ont plus de revenus et tous les autres? Donc l'État est là pour offrir stabilité, protection, quand il y a des guerres, quand il y a des changements climatiques, quand il y a des crises énergétiques, même quand il y a de l'inflation. Et c'est aussi le seul acteur capable d'absorber des chocs. On l'a vu pas seulement quand il y a eu la guerre en Ukraine, mais aussi pendant
la grande récession qui a fait suite en 2007 à la crise financière, ou l'éclatement de la bulle en 2000, de la bulle Internet. À un moment donné, c'est la panique, plus personne ne consomme, les gens restent chez eux, donc le seul qui peut dépenser à ce moment-là, c'est l'État. Et donc on en a besoin pour cela. Maintenant, là où il faut moins d'État, certainement en France, si on regarde le niveau des dépenses publiques, et encore une fois, la France détient ce triste record avec 57% de la part du PIB qui est dévolue aux dépenses publiques, ça il faudrait certainement corriger. Donc là, il faut moins d'État, il faut une fiscalité qui est moins confiscatoire, il faut encourager l'investissement. Donc il y a beaucoup de choses à corriger en France sur ce plan-là. Donc il faut de l'État, mais quand même un peu moins. Et qu'en est-il de l'Union européenne, selon vous? Est-ce qu'elle représente aujourd'hui une force ou une faiblesse pour l'économie française? Une force. Il y a aussi des choses qui sont moins positives, mais globalement, je pense qu'il faut dire que l'Union européenne, c'est une force qui permet à des grands groupes comme LVMH, PSA, Airbus, Total Energy, d'accéder à un marché unique de 450 millions de consommateurs. Donc ça, c'est pas négligeable. L'Union européenne permet aussi de donner du poids à la France dans les négociations vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine. Elle n'aurait pas ce même poids si l'Union européenne n'était pas là. La France bénéficie également des fonds structurels pour l'agriculture, la recherche. Elle a également bénéficié d'un plan post-Covid de relance de l'Union européenne. Et elle a une stabilité monétaire. On a parlé avant du franc, qui était victime d'attaques spéculatives. Alors, ça, c'est à la fois un plus et un moins. Comme je disais avant, quand il n'y avait pas l'Union européenne, quand il n'y avait pas l'Union économique et monétaire, le plan Delors, qui a amené à la construction de l'euro, la France pouvait dévaluer régulièrement sa monnaie. Alors, dévaluation, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Si vous avez des exportations, ça vous donne un ballon d'oxygène, ça augmente la compétitivité, mais par contre, ça crée de l'inflation. Donc aujourd'hui, l'un dans l'autre, ce qu'on peut dire, c'est que la France bénéficie de cette stabilité monétaire, et ça, c'est un plus. Après, du côté moins positif, on a le fait qu'avec l'Union européenne, il y a un pacte de stabilité, il y a des règles par rapport au traité de Maastricht qu'il faut respecter. La France ne respecte pas ces règles. Elle devrait avoir un endettement par rapport au PIB qui atteint 60%. On est à pratiquement le double, contrairement à l'Allemagne qui, elle, est beaucoup plus proche de ces critères. Donc ça impose un carcan que la France doit respecter. C'est un peu le coût de l'adhésion. Il y a une perte de souveraineté économique. Il y a une concurrence accrue aussi avec des pays d'Europe de l'Est, avec l'Irlande, où la compétitivité est bonne, là parce que les salaires sont moins élevés, l'autre parce que la fiscalité est également bien moindre. Il y a le fait que de faire partie d'un groupe à 27, on le voit sur les photos de famille à Bruxelles, on se dit mais comment est-ce qu'ils arrivent à se mettre d'accord, ces 27? C'est toute la difficulté de l'Europe, hein, d'intégrer un groupe où il y a une banque centrale mais 27 ministres des Finances. Donc ce rêve de Victor Hugo, 1849, Victor Hugo fait un discours au traité sur la paix à Paris et il dit, c'est magnifique d'ailleurs, il y a une citation qui est extraordinaire, il dit « Un jour, vous, Lorraine, vous, Bretagne, vous, Loire-et-Cher, vous allez vous réunir et vous allez donner à... » Il a parlé des États-Unis d'Europe. Hein, mais pour créer cette vision de Victor Hugo, encore une fois, du siècle dernier, il faudrait que les États souverains, comme la France et d'autres, soient prêts à sacrifier cette souveraineté nationale pour se fondre et créer quelque chose qui ressemble aux États-Unis. Vous savez qu'il y a plus de disparité sur le plan économique entre les États
des États-Unis et les États et les pays en Europe. Donc, ce n'est pas sur le plan économique que ça coince, mais c'est vraiment véritablement sur le plan politique. Donc, le rapport de Mario Draghi a aussi souligné tout le carcan administratif, ce que ça implique pour l'Europe, le manque de compétitivité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait écouter, ce cri d'alarme qu'il avait poussé il y a quelques années, dont on reparle aujourd'hui. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait rouvrir ce dossier et veiller à ce que la France et l'Europe puissent bénéficier d'un cadre réglementaire plus favorable pour dynamiser son économie. Merci beaucoup, Monsieur Girardin, pour cette analyse passionnante sur l'économie française. Un marché plus flexible pour l'employeur, des taux de chômage au plus bas, une fiscalité favorable, mais cependant une dette publique conséquente et des risques de politique d'austérité qui planent au-dessus de la tête des Français. Une perte de crédibilité de la politique économique d'Emmanuel Macron. C'était un entretien passionnant. Je vous remercie pour cet échange et j'espère à bientôt, peut-être sur NTD France, pour une nouvelle discussion. Merci Laetitia, merci à vous.